Salut, bienvenue à la 7e partie. Nos éléments lourds se sont accumulés sur la Terre lors de l'éon Hadéen, donc l'éon de Hadès, c'est-à-dire le dieu grec des enfers. Ce premier éon infernal, loin d'avoir condamné la Terre, est bel et bien la période de sa formation. Nous avons ensuite décrit le scénario par lequel notre première atmosphère se fit souffler par une onde de choc provenant du Soleil, avant que notre deuxième atmosphère se forme à partir des nombreux volcans qui relâchent des éléments gazeux retrouvés au centre de la Terre. Parlons maintenant de l'éon archéen, donc archaïque, qui débute dès la formation de la croûte terrestre, et bien sûr de l'évolution chimique des molécules menant vers les premières formes de vie. Les éléments, leurs réactions et leurs déplacements n'ont rien d'extraordinaire comme tel. Tout le mystère de l'apparition de la vie réside dans la façon dont les ingrédients se sont assemblés. Mentionnons ici que les molécules de la vie ne pourraient pas se former dans un gaz, où les collisions entre atomes sont trop violentes, ni non plus dans un solide, où les déplacements sont presque impossibles. La vie est apparue dans un liquide, c'est-à-dire dans l'eau. Donc après un certain temps, à force de se mélanger, une quantité suffisante de molécules simples vont se retrouver dans l'eau. Et même s'il s'agit bel et bien de molécules simples, nous sommes déjà tentés d'adopter le vocabulaire des vivants pour parler d'une évolution des molécules. Cependant, comme dans le cas des vivants, les résultats ne sont aucunement des gestes conscients ni planifiés d'avance. En fait, les réactions chimiques entre molécules simples, ou même entre les molécules complexes, apparaissent plutôt comme une mécanique de la nature, c'est-à-dire où il est presque inévitable que de telles molécules s'accumulent à certains endroits de l'environnement. Une expérience simple, faite dans les années 1950 de notre ère, et qui fut d'ailleurs très rapidement médiatisée, nous a permis de comprendre comment certaines molécules organiques à la base de la vie ont pu apparaître. En mélangeant les gaz principaux qui sortent des volcans, donc principalement du gaz carbonique, de l'hydrogène, de l'eau et du méthane, en plaçant ces gaz dans un récipient étanche, puis en passant des courants électriques pour simuler les éclairs à l'intérieur du récipient, quelques jours plus tard, on pouvait observer l'accumulation d'une substance brune. Il s'agit d'acides aminés simples. Un acide aminé est composé de 2 atomes de carbone attachés ensemble avec de l'hydrogène, de l'oxygène et de l'azote. Cette expérience fut la première preuve qu'un des matériaux essentiels de la vie a pu se former spontanément dans la nature, et même très facilement à partir de matériaux simples. Aujourd'hui, un tel phénomène ne pourrait plus se produire puisque la vie aurait tôt fait de consommer les acides aminés qui traînent dans la nature. Donc aujourd'hui, les acides aminés ne pourraient plus s'accumuler sur nos berges. Mais au début de la Terre, les matériaux de base pour engendrer les acides aminés s'accumulaient progressivement en abondance ici et là, inexploités par la vie. À l'état naturel, l'acide aminé est stable et il est très heureux d'exister sous sa forme simple, c'est-à-dire la glycine. Sauf que cette petite molécule réagit au contact de l'eau, ou plus précisément au retrait de l'eau. Donc, 2 acides aminés à proximité l'un de l'autre auront tendance à s'assembler lorsque l'eau est moins abondante. Leur assemblage donne une molécule d'acide aminé complexe, donc maintenant composée de 2 glycines par exemple. Et lorsqu'ils s'assemblent ainsi, les acides aminés produisent une molécule d'eau. C'est-à-dire qu'ils expulsent ensemble 2 atomes d'hydrogène et 1 atome d'oxygène qui vont s'assembler pour faire une molécule d'eau. Nous avons longtemps affirmé que la vie a dû commencer à l'intérieur des océans. Or, il est probablement plus réaliste d'imaginer que la vie soit apparue sur les berges ensoleillées des lagunes paisibles. L'argile, matière inorganique composée de roches érodées, donc l'argile forme des sortes de feuillets lorsqu'elle est mouillée, et les acides aminés auraient probablement fait partie des molécules qui se sont retrouvées entre les feuillets. Si à cette époque, les acides aminés peuvent se former à partir de gaz de l'atmosphère de la Terre, il devait y en avoir des petites quantités un peu partout sur la Terre. Et l'argile, souvent présente sur les berges, procure un environnement propice à doubler la complexité des acides aminés, c'est-à-dire en les protégeant des rayons du soleil et en alternant entre hydratation et déshydratation. La présence des acides aminés est non négligeable, puisque les protéines sont des assemblages d'acides aminés. Toutes les formes de vie utilisent des protéines. Toutes.
Mais avant d'aller trop vite, mentionnons qu'aujourd'hui, les protéines les moins complexes contiennent des chaînes de plusieurs centaines d'acides aminés et que certaines protéines peuvent atteindre jusqu'à plusieurs milliers d'acides aminés assemblés de manière très, très précise. Le collagène, par exemple, contient à lui seul 1055 petites molécules assemblées avec précision. Les chances que le collagène apparaisse spontanément dans la nature sont nulles. Ce serait comme jouer à une machine à sous au casino, mais au lieu des 3 ou 4 roulettes habituelles, il y en aurait un peu plus de 1000, chacune avec 30 symboles, c'est-à-dire un symbole par type d'acide aminé. Pour essayer d'obtenir la séquence exacte du collagène, il faudrait incroyablement beaucoup de chance. Il peut bien avoir des acides aminés, mais les chances que nos protéines connues apparaissent en assez grand nombre avant que la vie n'apparaisse sont zéro. Et le passage entre la matière inerte et la matière vivante passe par l'assemblage des acides aminés en protéines. Aujourd'hui, les formes de vie fabriquent elles-mêmes les acides aminés, car ils ne s'en forment plus à l'état naturel. Autrement dit, l'ère des volcans est terminée, heureusement. La découverte que la chimie initiale de la Terre a pu permettre la formation d'acides aminés avant la vie ouvre la porte à une sorte d'évolution des molécules avant l'évolution de la vie. Sauf que nous ne savons pas encore comment cette évolution chimique s'est produite. Les molécules de la vie sont souvent des assemblages complexes trop fragiles pour exister dans la nature. Avant l'apparition de la vie, donc avant la première cellule, l'endroit logique pour trouver un environnement stable serait dans une gouttelette. Dans le cocktail de molécules qu'on retrouve à la surface de la Terre, les gaz forment l'atmosphère, les solides forment le sol, et les liquides flottent sur le sol. Dans les océans, les molécules moins denses que l'eau remontent à la surface, comme par exemple les lipides, donc une molécule de graisse. Une expérience simple peut être faite en mélangeant vigoureusement de l'huile, donc une molécule lipide, avec du sucre et de l'eau. On remarque alors des petites gouttelettes d'huile qui se forment à la surface de l'eau, et ces gouttelettes contiennent des traces de sucre à l'intérieur. Or, dans la nature, on remarque parfois la formation de mousse sur les berges en contact avec des roches qui contiennent du carbone. Si les acides aminés étaient retrouvés un peu partout et qu'il y avait de l'argile sur les berges, et qu'une de ces berges contient des roches avec du carbone, il est possible d'envisager de nombreuses petites bulles pouvant contenir toute une panoplie de molécules. En se déplaçant, en se formant, en se crevant et en se reformant à nouveau, les gouttelettes finissent par contenir des molécules qui n'aiment pas l'eau, comme par exemple le sucre. La bulle apporte maintenant une distinction entre le monde intérieur et le monde extérieur. Ensuite, les molécules à l'intérieur d'une telle bulle ont l'occasion de former de longues molécules, tels des acides aminés qui s'assemblent en se déshydratant. On peut imaginer que les berges ont permis l'accumulation d'acides aminés et de gouttelettes et qu'en se déplaçant, les gouttelettes accumulaient les diverses molécules de la berge. Pour le moment, par contre, toutes ces molécules restent relativement simples. La vie n'est pas un acide aminé, ni même une protéine. La vie, c'est un code génétique. Comme pour les acides aminés, nous pensons qu'il est possible que 2 des 4 bases de notre ADN se soient formées dans la nature. Et nous aimerions croire que les 2 autres bases nucléiques ne sont pas si mystérieuses non plus. Essentiellement, puisque plusieurs molécules de base de la vie peuvent apparaître naturellement, il est possible que d'autres molécules, présentes à cette époque, aient pu servir d'intermédiaires dans l'évolution des molécules complexes. À partir de phénomènes très simples, des éléments se sont assemblés chimiquement en formant des molécules organiques qui ont tendance à éviter l'eau. Mais attention, toutes les réactions chimiques ne tendent pas vers les molécules de la vie. Le passage à la biologie conserve encore sa part de mystère. Nous ne savons pas comment la vie est apparue à cause des nombreuses molécules qui semblent encore trop complexes, comme l'ADN, pour apparaître spontanément dans la nature. En revanche, il apparaît de plus en plus évident que cette partie chimique de notre évolution n'est rien d'autre qu'une suite de réactions entre petites molécules menant graduellement vers des molécules de plus en plus complexes. Peut-être n'est-ce simplement qu'une question de temps avant de percer ces mystères. Les scientifiques semblent être de plus en plus en faveur d'un monde d'ARN qui aurait précédé la vie. L'ARN est une longue molécule composée de combinaisons des 4 bases nucléiques,
mais dont la quatrième base est différente de l'ADN. Ces molécules sont ce que les chimistes appellent des catalyseurs, c'est-à-dire qu'ils agissent comme l'étincelle qui déclenche une réaction chimique. Lorsqu'un catalyseur comme l'ARN est à proximité d'acides aminés, il les provoque à s'assembler et il participe même à la réaction chimique. Mais après le changement des assemblages, le catalyseur ressort intact de la réaction. Il est important de souligner ici qu'un catalyseur d'acides aminés peut facilement tomber sur des acides aminés à une époque où il y en a partout. L'ARN peut donc contenir une séquence pour manipuler des acides aminés, mais sa plus grande particularité, ce qui en fait un élément clé de la vie, c'est qu'il peut se reproduire. Lorsque les ingrédients sont présents, dont les 4 bases nucléiques, la molécule d'ARN peut assembler les matériaux de son environnement en deuxième ARN. Bien sûr, la molécule originale d'ARN ressort intacte de cette opération. Alors, nous connaissons plusieurs types d'ARN, qui sont cités ici à titre d'exemple seulement. Il y a les ARN messagers, qui véhiculent l'information génétique, des ARN transfert, qui sont des sortes de traducteurs du code génétique liés aux protéines, les ARN ribosomaux, qui sont les constituants fonctionnels des ribosomes, aussi des ARN multispécifiques, et il y a aussi d'autres ARN métaboliques, catalyseurs, régulateurs, contrôleurs, et d'autres qui participent à la défense virale, et ainsi de suite. Il est possible que les premiers codes génétiques aient ressemblé à l'ARN transfert, c'est-à-dire une petite molécule génétique, c'est quand même une longue molécule, donc une petite molécule génétique servant à assembler les acides aminés en protéines, mais capable de se reproduire avec fiabilité. De plus, ces ARN sont communs à tous les groupes du vivant. En passant, les groupes du vivant sont les archées, les bactéries et les eucaryotes, et nous les verrons plus en détail plus tard. Mais ajoutons que l'ARN est également commune aux virus. Par définition, un virus est une molécule, donc il n'est pas vivant. S'il entre en contact avec les bons matériaux chimiques, il s'anime et se reproduit comme les formes de vie. Mais en l'absence de ces matériaux, il ne fait rien, et il peut exister indéfiniment, inerte, tant que rien ne vient le briser. Puis, dès que son environnement immédiat contient les ingrédients dont il a besoin, paf, il se met à se reproduire. Nous savons que les virus peuvent parfois absorber un gène qui appartient à un code génétique à proximité. C'est un processus que nous appelons la transduction. Nous ne pouvons pas connaître la nature des premières molécules capables de se reproduire, parce qu'elles ne laissent pas de fossiles, et nous ne savons pas si les virus ont contribué à l'évolution, ni s'ils ont causé des extinctions massives, mais il est fort probable que leur évolution soit intimement liée à la nôtre. Depuis plusieurs années, de nombreux scientifiques croient qu'il devait y avoir des sortes de codes génétiques comme les virus qui traînaient dans la nature avant les premières cellules, et qu'au fil du temps, ceux pouvant évoluer avec leur environnement se sont imposés. Aujourd'hui, l'ARN coopère et fonctionne avec l'ADN. Est-il possible que l'ADN ne soit qu'un ARN modifié? Autrement dit, l'ADN est simplement plus stable. Et qu'à l'origine, des petites molécules d'ARN simples se trouvaient dans l'environnement. Peut-être. L'avantage indéniable d'une molécule qui se reproduit est qu'à la longue, il y en a de plus en plus. À force de se reproduire, des erreurs s'introduisent. On appelle ça des mutations. Donc, des erreurs s'introduisent dans le code génétique et ces changements se soldent généralement par des échecs. Occasionnellement, une mutation se traduit par un ajout intéressant. Par de simples jeux d'assemblage d'atomes, une molécule, un catalyseur, est parvenue à se perfectionner en générant de l'énergie à partir de son environnement. Ensuite, en contrôlant et en perpétuant la réaction en chaîne des premiers codes génétiques, quelques descendants sont parvenus à assurer leur continuité. Rappelons qu'il est dangereux d'utiliser des termes réservés aux vivants pour décrire des molécules inertes. Les assemblages génétiques qui ont réussi à se multiplier étaient nécessairement mieux adaptés pour interagir avec l'environnement immédiat de leur époque, alors que les codes génétiques incapables de manipuler cet environnement ont simplement fini par disparaître. Le rôle de l'environnement, que Darwin avait surnommé la sélection naturelle, donc le rôle de l'environnement est déterminant. Autrement dit, si les conditions changent, le succès de telle ou telle mécanique chimique peut cesser abruptement. Aucun succès n'est éternel. À chaque époque,
Seuls les codes génétiques pouvant puiser leurs ressources de leur environnement pourront continuer à se perpétuer. Donc, au sens large, la sélection naturelle s'opérait déjà lorsque les premières molécules génétiques sont apparues. S'il apparaît assez tôt dans l'évolution des molécules, le fait que l'ARN soit un catalyseur d'acides aminés, capable de les manipuler à s'assembler, impliquerait alors qu'il a fabriqué les premières protéines. L'ADN est plus rigide que l'ARN, ne pouvant ni se plier en protéines, ni servir de catalyseur dans sa propre reproduction. Mais il conserve mieux l'intégrité du code génétique que l'ARN. Grâce aux protéines, l'ADN peut fabriquer d'autres molécules, comme l'ARN, et ce sont les ARN qui font le travail à la place de l'ADN. L'ADN ne travaille pas, il ne fait que contenir l'information et permet de copier cette information sous forme d'ARN. Puisque ces deux sortes de codes génétiques ont 3 des 4 bases nucléiques en commun. Dans l'ARN, la 4e base est appelée uracile. La 4e base de l'ADN est la thymine. Donc, puisque 3 des 4 bases sont communes, il est possible que la 4e base de l'ARN ne soit qu'une modification survenue en cours de route pour donner l'ADN. Même si nous voulons croire à ce scénario d'acides aminés et de catalyseurs qui mènent vers l'ARN et les protéines, un peu à la manière des virus qui attendent simplement d'être à proximité des bons matériaux, l'ARN est déjà une molécule très complexe. Et l'apparition d'une telle molécule dans la nature reste encore un phénomène mystérieux et hautement improbable. Nous pourrions tenter une analogie avec des matériaux pour construire une maison. Imaginons que la nature peut fabriquer des tas de planches et des piles de clous. Il nous manque évidemment d'autres matériaux et plusieurs étapes d'assemblage intermédiaires avant d'obtenir une maison toute assemblée. Nos progrès technologiques des dernières années, il faut le dire, nous donnent l'impression d'être sur la bonne voie, mais nous sommes encore loin de comprendre le passage de l'inerte au vivant. Le fait de pouvoir se reproduire explique comment une molécule aussi complexe que l'ARN a pu s'imposer. Sauf que cette capacité à elle seule ne garantit pas le succès. Seuls les codes génétiques pouvant contrôler les réactions à l'intérieur d'une membrane parviennent à préserver la structure de la gouttelette ou cellule. Et encore mieux si le code génétique parvient à fabriquer les matériaux de la membrane. Donc un ARN qui ferait éclater sa gouttelette par ses réactions n'est pas bien adapté. Dès le début, donc, le contenu du message génétique joue un rôle déterminant dans la survie des molécules d'ARN. Par la suite, au fil des générations, les mutations et les cassures sont inévitables et plusieurs variantes se propagent dans la nature. La faculté de s'adapter est impossible à réconcilier avec la matière inerte. Au-delà des mutations et des erreurs, les codes génétiques semblent parfois se tromper à leur avantage. En étant plus solide, l'ADN est en mesure de mieux protéger la séquence du code. Mais ce manque de flexibilité nous laisse croire qu'ils ont dû apparaître après l'ARN. Et puisqu'il y avait certainement des virus ARN, c'est-à-dire des molécules génétiques traînant dans la nature qui ressemblent plus à l'ARN qu'à l'ADN, donc certains biochimistes croient que les premiers codes d'ADN n'étaient en fait que des virus ARN, qui se sont adaptés à être plus résistants lorsqu'ils traînent dans la nature. En infiltrant une gouttelette cellule d'ARN, l'ADN prit le contrôle, et ainsi serait née la première vraie cellule. Dans ce scénario, l'ADN aurait envahi 3 types d'ARN pour donner les premières cellules des 3 grandes lignées du vivant, c'est-à-dire les archées, les bactéries et les eucaryotes. Il s'agit de 3 types de bactéries dont la structure interne est simple et dont le code génétique flotte librement parmi les autres molécules. S'il y eut d'autres lignées à cette époque, elles n'ont pas survécu. Tous les êtres vivants aujourd'hui appartiennent à l'une de ces 3 lignées. Et l'apparition des premières cellules d'ADN ont rapidement éliminé les anciennes gouttelettes d'ARN en s'imposant par leur nombre. Car dès qu'elles existent, les cellules ont au fait de consommer les ingrédients susceptibles d'engendrer d'autres lignées. Bon, la vie n'émerge pas du jour au lendemain. C'est une progression de phénomènes où la complexité de chaque étape émerge de la simplicité de l'étape précédente. Sans les matériaux intermédiaires de la séquence qui mène de la matière inerte au vivant, la vie ne peut émerger. Et depuis cette époque lointaine, la vie n'est plus jamais apparue spontanément dans la nature. Les croyances anciennes voulant que la vermine apparaisse spontanément là où il y avait des saletés ou de la pourriture sont donc fausses.
les premières réactions chimiques se sont produites entre des petites molécules qui contenaient des matériaux trouvés abondamment sur la Terre. Seules les molécules les plus communes ont pu servir à assembler les molécules complexes de la vie. Autrement dit, la vie n'émergerait jamais à partir de molécules rares. L'ARN et l'ADN sont apparus grâce à des petites molécules, comme les acides citriques et les acides acétiques, c'est-à-dire des chaînes d'une dizaine d'atomes de carbone, et ensuite à partir de molécules intermédiaires qui étaient certainement plus longues. Alors, parlons maintenant de l'apparition de la vie elle-même. Le système solaire se serait formé vers 4,6 milliards d'années, et la Terre aurait environ 4,56 milliards d'années. Les roches les plus anciennes confirmant l'existence d'une croûte terrestre datent d'environ 3,96 milliards d'années, et les premières traces de vie cellulaire dateraient de 3,8 milliards d'années. La vie apparaît donc assez rapidement dans l'histoire de la Terre. N'oublions pas que les conditions lors de cette phase formative de la Terre étaient très différentes d'aujourd'hui et que les bombardements de météorites étaient encore très fréquents. Même sans avoir l'explication complète de la matière inerte qui s'assemble en code génétique, les découvertes des dernières années nous permettent de croire que nous y arriverons un jour. La vie pourrait apparaître par un processus naturel, donc par une sorte d'évolution de molécules simples retrouvées abondamment sur la surface de la Terre. La théorie voulant que les premières molécules organiques, voire les premières bactéries, soient venues d'ailleurs dans l'espace et qu'elles soient tombées ici à bord de météorites est encore souvent présentée comme une des origines possibles de la vie sur Terre. Cette hypothèse, si elle n'est pas impossible, ne fait que reporter le problème de l'apparition de la vie dans un autre système planétaire. Comment la vie est-elle apparue sur cette autre planète? Elle doit bien apparaître quelque part. Avons-nous vraiment besoin de molécules d'ARN ou d'ADN tombées du ciel ou d'une intervention divine pour expliquer la vie sur Terre? Les assemblages de molécules ont très bien pu se produire ici sans problème, puisqu'ils contiennent des atomes communs sur la Terre et utilisent des molécules de base abondantes à leur époque. Ces premiers codes génétiques, adaptés aux conditions de leur époque, seraient moins efficaces aujourd'hui ou dans un autre système planétaire qui aurait des proportions d'éléments lourds différentes. Le corps humain n'est pas une exception et il contient à peu près les mêmes proportions d'éléments que la surface de la Terre, c'est-à-dire le carbone, l'oxygène, l'azote et ainsi de suite, jusqu'aux traces de titane. Avec l'apparition de la vie, nous sommes déjà tentés de parler de perfectionnement et d'invention de gènes, comme s'il s'agissait d'un chef d'entreprise conscient des dépenses et des revenus qui aurait son mot à dire sur la production et les améliorations à apporter. Même aujourd'hui, peut-on vraiment parler de gestes conscients lorsqu'un individu survit à un naufrage ou qu'il est épargné par une catastrophe? Peut-on dire qu'un individu qui survit à une guerre est mieux adapté qu'un individu mort au combat? L'environnement a joué un rôle important pour déterminer le sens des évolutions. Les molécules simples qui sont manipulées au début ont pu devenir moins abondantes par la suite puisqu'elles se font consommer, donc transformer, par les cellules. Il est inévitable qu'au fil des générations des cellules, des erreurs, des mutations et des variations s'introduisent dans le code génétique. Ces changements génétiques peuvent permettre d'exploiter une nouvelle ressource ou non, se transmettre à la prochaine génération ou non. Bref, ce sera l'environnement qui déterminera par la suite s'il s'agit d'un nouveau changement qui sert à quelque chose ou non. Et ce qui est important un jour ne l'est pas toujours le lendemain. À la base, toutes les formes de vie utilisent des réactions chimiques pour emmagasiner et obtenir leur énergie, soit en assemblant ou en cassant des molécules. Notons qu'il faut très peu d'énergie pour modifier une seule molécule. Étant donné la formation naturelle de certaines molécules essentielles à la vie, nous sommes tentés de conclure que la vie se forme naturellement, voire mécaniquement, quand certains matériaux chimiques sont présents. Mais n'oublions jamais l'incroyable complexité d'une molécule comme l'ARN. Les chances qu'une telle molécule apparaisse spontanément sont à peu près nulles, même sur la Terre. Qu'une telle molécule ait pu apparaître par hasard dépasse l'entendement. D'après certains gènes d'ARN communs à toutes les formes de vie, il serait possible de conclure que nous provenons d'une seule et même souche. S'il y avait eu plusieurs souches, ne devrions-nous pas constater plus de différences marquantes entre les formes de vie?
De plus, le temps était compté pour permettre à plusieurs souches d'émerger, car dès que la première cellule apparaît, elle se multiplie, puis leurs descendants se multiplient encore plus, et leurs descendants encore plus, et en très peu de temps, il y a un nombre exorbitant de consommateurs qui se nourrissent des fameux matériaux de base, ceux-là même qui ont permis l'émergence de la vie. Sommes-nous en présence d'une seule lignée qui s'est diversifiée? Nous ne le savons pas. Il semble que la vie soit un phénomène naturel, apparu à partir des molécules simples cuisinées par la Terre. Mais la complexité de l'ARN nous laisse encore croire que la vie sur Terre pourrait être un cas unique dans tout l'univers. Peu de temps après la formation des premières roches, donc la formation de la croûte terrestre, des bactéries ont laissé des traces qui se sont fossilisées. Ces premières cellules ont une membrane externe et un code génétique fait d'ADN, qui n'est pas encore dans un noyau, mais qui flotte librement à l'intérieur de la cellule. Nos 3 grandes lignées sont composées d'ADN et possèdent des gènes communs, quoique nous puissions aussi observer d'autres différences importantes. Ces lignées sont-elles parentes? Si oui, laquelle est apparue en premier? S'agit-il d'évolutions parallèles distinctes? En général, nous plaçons les bactéries en premier et les prokaryotes, donc avant le noyau des eucaryotes, en dernier. En vérité, nous avons trop peu d'informations pour conclure quoi que ce soit. Y avait-il d'autres lignées? Nous l'ignorons. Et aussi, n'oublions pas les virus qui, par transduction, viennent brouiller les pistes en pouvant échanger des gènes entre les différentes lignées. Ce que nous pouvons constater aujourd'hui, c'est que les eucaryotes ont un métabolisme proche des bactéries, mais qu'ils maintiennent leurs gènes comme les archées. Les archées, anciennement appelées archéobactéries, sont un groupe de cellules spécialisées dans les milieux extrêmes et certaines d'entre elles peuvent survivre dans une température qui excède 100 degrés Celsius, comme par exemple autour des volcans sous-marins, ce qui est potentiellement un avantage au début de la Terre lorsque les volcans étaient plus abondants. Aujourd'hui, nous retrouvons des archées dans nos systèmes digestifs, donc à l'abri de l'oxygène, et ces archées produisent du méthane. Donc ce sont elles qui sont responsables du gaz combustible qui est expulsé lors d'une flatulence. Mais ni les archées ni les bactéries ne vont vraiment évoluer en complexité. Les réactions chimiques adoptées par les cellules sont simples et opportunistes. S'il existe de l'hydrogène, H2, et de l'oxygène, O2, elles peuvent faire de l'eau et n'ont pas besoin d'autres molécules produites par d'autres bactéries. L'énergie requise pour engendrer la réaction chimique initiale peut provenir du Soleil ou des fuméroles, les volcans marins, après quoi les réactions sont guidées grâce aux catalyseurs. Entre 3,5 milliards et 3 milliards d'années apparaissent les premières cellules capables de faire de la photosynthèse. Ces bactéries sont appelées cyanobactéries. Elles se nourrissent de gaz carbonique et n'aiment pas vivre en présence de leurs déchets, c'est-à-dire l'oxygène. Certains chercheurs avancent que ce sont les pyrites de fer qui auraient généré l'énergie nécessaire afin de capturer le carbone du gaz carbonique et par la suite de relâcher l'oxygène. La pyrite de fer a aussi l'avantage de former, au contact de l'eau, des molécules pouvant servir de membrane aux cellules. Pendant environ 2 milliards d'années, soit près de la moitié du temps de la vie sur Terre, ces premières formes de vie vont changer l'environnement, c'est-à-dire qu'elles vont convertir le gaz carbonique de notre atmosphère en oxygène. Leurs traces fossilisées ressemblent parfaitement aux traces laissées par les cyanobactéries actuelles, mais nous ne pouvons pas être absolument certains qu'il s'agisse vraiment de cyanobactéries. Nous devons toutefois admettre que l'oxygène de notre atmosphère provient de quelque part. Et si les fossiles qui ressemblent aux cyanobactéries en sont vraiment, chacune de ces petites cellules a pu produire de l'oxygène. Si la quantité d'oxygène produite par une seule bactérie peut sembler insignifiante, disons quelques molécules d'oxygène par cellule, n'oublions pas que certaines bactéries ont un cycle reproducteur d'environ 24 heures et qu'à chaque jour, leur nombre passe près de doubler. En l'espace de quelques années, la population des bactéries devient énorme et de génération en génération, chacune produit des petites bulles d'oxygène. Ce long travail eut aussi l'heureuse conséquence de produire la couche d'ozone, O3, qui protégera les premières espèces lorsqu'elles sortiront de l'eau. Pour le moment, et pour longtemps encore dans ce récit, la vie ne peut exister longtemps hors de l'eau. Jusqu'ici, le ciel devait avoir une teinte orangée. Puis, peu à peu, à cause de l'oxygène, notre ciel est devenu bleu. Rappelons que notre atmosphère n'est bleue que lorsque les rayons du Soleil activent les électrons. La nuit, le ciel redevient transparent.
Vers 3,5 milliards d'années, se seraient formés les premiers stromatolites. Les stromatolites ne sont pas des organismes, mais des colonies de cellules simples disposées en couches superposées. Par exemple, une couche absorbe du gaz carbonique et rejette de l'oxygène, qui est absorbé par la couche suivante, qui produit du gaz carbonique et nourrit la couche suivante, qui l'absorbe et reproduit de l'oxygène, et ainsi de suite. N'étant formés que de cellules simples, ils sont totalement sans défense contre les prédateurs. Aujourd'hui, les derniers stromatolites sont confinés à quelques endroits isolés, comme par exemple au large des côtes australiennes. Pendant les 2 premiers milliards d'années, la vie sur la Terre ne dépasse pas le stade unicellulaire. Et pendant tout ce temps, seules les tempêtes viendront embêter les stromatolites. Vers 2,7 milliards d'années, les stromatolites deviennent très abondants, adoptant plusieurs formes, et certains vont même atteindre des tailles impressionnantes, appliquant toujours le même principe, c'est-à-dire la coopération entre cellules complémentaires. Il ne s'agit que de vie unicellulaire. Pourtant, nous pouvons nous émerveiller de cette magnifique coopération entre cellules simples. Le revers de la médaille, c'est qu'il devient avantageux pour les cellules des stromatolites de ne pas trop changer leurs habitudes afin de continuer à bénéficier de cette coopération. Beaucoup plus tard, à la fin du Protérozoïque, les premiers brouteurs seront encore microscopiques et ne se contenteront de manger que les couches externes des stromatolites, mais ils bouleverseront ainsi la chaîne de coopération des cellules. Les stromatolites ne s'en remettront pas. Pour le moment et pour très longtemps, les seuls signes visibles à l'œil nu de la vie sur Terre seront cette prolifération de petits écosystèmes. En passant, on parle parfois de forêts ou de récifs de stromatolites. Vers 2 milliards d'années, certains vont même atteindre jusqu'à 100 mètres de haut, dépassant la surface de l'eau d'une dizaine de mètres. En résumé, après l'éon Adéen, qui dure tout le long de la formation du système solaire, nous avons parlé de l'Archéen, qui débute autour de 3,9 milliards d'années et se termine autour de 2,5 milliards d'années. Des molécules organiques à la base de la vie, comme les acides aminés et les bases nucléiques, se seraient formées un peu partout sur la surface de la Terre. Nous n'avons pas encore compris comment des molécules hyper complexes comme les protéines ou les codes génétiques ont pu émerger dans la nature. Notre hypothèse de gouttelettes se formant sur les berges offre au moins un scénario où la complexité aurait pu augmenter d'un cran, notamment en protégeant les molécules à l'intérieur de la gouttelette contre les conditions hostiles retrouvées à l'extérieur de la gouttelette. Un monde d'ARN aurait-il précédé notre monde d'ADN? Et quel est le rôle des virus dans ce début d'évolution de la vie sur Terre? Et les protéines, essentielles à la vie, sont-elles apparues spontanément ou si elles furent assemblées par les premiers codes génétiques? Pour le moment, nous ne le savons pas. Nous tournons désormais la page sur l'éon archéen et les premières cellules, donc sur le premier milliard d'années depuis que la Terre a une croûte solide.